Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de la rédaction. Et puis pour ce nouvel épisode, comme toujours, je suis rejoint par Shai Mamou et Antoine Pimel, mes deux acolytes. Et cette semaine, on a un sujet qu'on trouve vraiment intéressant sur lequel on va discuter un petit peu ensemble. C'est alors qu'on est dans une époque où c'est le tout small ball avec des highlights faits de tirs à trois points dans tous les sens, et ben finalement, il y a deux équipes dont l'avenir et le présent reposent sur les épaules de deux big men vraiment hors normes, un dans chaque conférence, et qui ont à la fois beaucoup à jouer cette année, mais peut-être encore plus à jouer dans les années à venir, voire l'année prochaine. Voilà, pour rien vous cacher, on va parler des Sixers et des Denver Nuggets, deux équipes qui sont plutôt en pleine bourre en ce moment après un début de saison compliqué. Et voilà, pour discuter de tout ça, on s'est dit qu'on allait commencer par les Sixers avec un Joel Embiid de feu, tout simplement. Extraordinaire ces dernières semaines, ces derniers jours, et même globalement sur le mois de janvier, et qui est remonté encore comment dire, dans la hiérarchie dans la perspective du titre de MVP potentiel en fin de saison. Shai, tu as fait un article il y a quelques jours sur ça, là, sur la MVP race, et un petit peu qui est le mieux parti pour choper ce trophée. Première question, tout bêtement, Shai, Antoine, on sait que Joel Embiid, on n'est pas étonné forcément de son niveau global, on sait quel joueur c'est. Est-ce que par contre, au vu des circonstances, avec toujours l'énigme Ben Simmons et cette ombre qui flotte au-dessus de la franchise, est-ce que vous êtes malgré tout surpris de son état de forme du moment et surtout des performances des Sixers quand Joel Embiid joue comme ça? Bah, c'est, comment dire, avec ce qui se passait autour de Simmons, on pouvait se dire c'était un scénario plausible au final que Embiid cartonne tout. On parle quand même d'un mec qui était deuxième du MVP l'année dernière. On se doutait qu'il avait les capacités individuelles pour porter une équipe sur ses épaules, que l'équipe reste forte, que lui fasse des stats. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien là depuis quelques temps. Ça se passe vraiment très, très bien. Et dans la manière, en fait, parce que donc il fait des stats, hein, mais je trouve qu'il n'est pas encore surutilisé. Et je vois, il n'y a pas trop de matchs à 40 minutes, 41 minutes où j'ai l'impression qu'il ressort des matchs complètement essoufflés. Et il y a le côté playmaker auquel je m'attendais un peu moins. Forcément, il a été un peu obligé de le faire parce qu'avec Simmons, qui était un peu le chef d'orchestre de l'équipe, mine de rien, un meneur grande taille, voilà. Et là, sa moyenne de passe est assez élevée, c'est quasiment la meilleure de sa carrière. Et la façon qu'il a d'aborder les matchs et de jouer tout court, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort cette année, honnêtement. Moi, je suis pas surpris parce que, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'il surfe exactement sur ce qu'il faisait la saison dernière. Juste qu'effectivement, il y a eu un petit laps de temps au début de saison où il n'était pas encore complètement à pleine puissance, où lui aussi a été gêné par des pépins. Et là, maintenant qu'il est revenu, j'ai l'impression que voilà, je vois le même Embiid qu'en fin de saison, qui avait fini très fort, qui là attaque très fort. Par contre, sur les Sixers, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il est obligé de le faire pour qu'il gagne des matchs. Et c'est ce qui, moi, même s'il joue pas beaucoup de minutes, il a énormément de ballons. Il a une utilisation. Voilà, tout passe par lui, tout se repose sur lui. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il va quand même laisser un peu d'énergie en chemin, même si c'est vrai que voilà, Shai, il a justement souligné le fait de ne pas jouer 40 minutes, d'être plus autour des 30, 31, 32, bah, c'est quand même bien pour un joueur comme lui voilà, qui est grand, qui a un historique de blessures. Mais ouais, j'ai l'impression que s'il fait pas ça, les Sixers, en fait, ils gagnent pas. Donc, je suis pas surpris, je suis pas inquiet. Je trouve qu'ils sont effectivement sur une très belle période. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est un peu esselé et surtout un peu contraint de faire tout ça, en fait. Et d'ailleurs, on pourra faire le parallèle avec Jokic, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation assez similaire de ce côté-là. Ouais, alors les stats, effectivement, je vais simplement noter là, les stats sur le mois de janvier de Joel Embiid. 34,5 points à presque 55% de Wow. réussite au tir.
10 rebonds, 8, donc presque 11 rebonds et 4,8 passes. Comme tu le disais, Antoine, un impact sur le jeu dans sa globalité. Là, on ne parle même pas de son impact en défense. C'est quasiment uniquement son impact, enfin, à part dans les rebonds, mais défensivement, il est toujours aussi important, aussi précieux pour Philadelphie. Ce qui est intéressant, c'était au-delà du fait qu'effectivement, il ne joue pas forcément beaucoup de minutes, mais que finalement, enfin, il joue une trentaine de minutes, mais ce n'est pas un temps de jeu Oui, pour une star, trop c'est important. pas. Ce qui est intéressant, par contre, effectivement, c'est qu'il n'a pas manqué de temps de match que ça. Lui il disait avoir fait un vrai effort cet été en termes de remise en forme et même de diététique tout au long de la saison et que c'était un de ses objectifs personnels, c'était de pouvoir être là disponible pour l'équipe le plus de fois, le plus de matchs possible. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt une des tendances intéressantes quand on connaît son historique de blessure et qui est rassurant peut-être pour la suite de la saison du côté de Philly. Mais je pense même que D'ailleurs, s'il doit y avoir un point surprenant, ou en tout cas un point de satisfaction, clairement, c'est ça. C'est que là, ils ont un Embiid qui enchaîne des matchs. Et avec Embiid, c'est jamais une donnée garantie. Je pense qu'ils ont intérêt à surfer dessus. Voilà, ils ont un Embiid qui là, et c'est pourquoi aussi il est favori ou parmi les deux favoris pour le MVP, parce qu'il joue les matchs. Il est là, il est présent tous les soirs, back-to-back. Il y a 4 matchs en une semaine, il va jouer les 4. Et ça c'est assez nouveau. On avait commencé un peu à le voir l'an dernier, mais voilà, c'est vraiment le point sur lequel ils ont intérêt à surfer. Et c'est pour ça il faut bien différencier l'analyse à court ou moyen terme là, sur la saison régulière où j'adore la saison d'Embiid, il domine de façon voilà, comme on le voit peu depuis quelques années. C'est un peu à l'ancienne parce que il est inarrêtable dans la peinture. Il va 15 fois sur la ligne par match et il les rentre en plus. Il n'a pas de problème là-dessus. Il est ultra facile. Mais donc ça, c'est l'analyse sur le court ou le moyen terme qui fait dire, bah oui, c'est un MVP potentiel sans aucun souci. Mais après, on a envie de le voir arriver à 100% en playoff et ça arrive jamais, pour ainsi dire. Et même l'année dernière, où il fait sa saison borderline MVP, il arrive complètement fatigué en playoff aussi, quoi. Ouais, c'est toujours la grande question, effectivement, avec Embiid, sachant que on va pas pouvoir passer au travers. Il faut quand même évoquer Ben Simmons. Le truc, c'est qu'effectivement, tout repose sur ses épaules. Autour, Doc Rivers a, pour l'instant, réussi à construire quand même un collectif qui fonctionne en se servant de joueurs de rotation, de joueurs complémentaires. Tout ça, ça marche, mais le problème, c'est effectivement, du moins la problématique, ça sera une fois arrivé en playoff, quand les plans de jeu sont plus précis, quand les rotations se raccourcissent d'un côté comme de l'autre. Moi, ce qui me fait un petit peu peur pour les espoirs à court terme de Philly, si jamais ils devaient garder leur effectif tel qu'il est actuellement, c'est ça en fait. C'est que le fait je me pose un peu la question de voir arriver en playoff, ne serait-ce que si Joel Embiid est un petit peu fatigué, s'il doit rater un match ou ce genre de choses, je vois quand même peu de joueurs dans l'effectif à même de pouvoir endosser un surplus de responsabilité et de porter l'équipe. Ils ont un joueur que je trouve intéressant, mais je suis entièrement d'accord sur l'analyse et j'ai peur aussi que ça soit encore juste, c'est Tyrese Maxey. Ouais. Voilà, mais bon, il a C'est une que des 21. vraiment belles surprises, enfin Ouais. pas belle confirmation plutôt du côté de Philly, quoi. Oui, clairement, et là, il y a un potentiel. Ils ont un jeune joueur avec du potentiel. Voilà, il a 21 ans, il tourne déjà à plus de 16 points par match. Il est à droit, il a du caractère. C'est un joueur vraiment intéressant. Effectivement, lui, s'il step up en playoff, ça leur ouvre plus de possibilités. C'est peut-être un peu tôt pour step up jusqu'à ce niveau-là, de se dire, OK, bah voilà, si Embiid n'est pas là sur une série, pour ne serait-ce que quelle raison, est-ce que lui peut prendre le relais? Non, je pense que c'est encore trop tôt, que c'est trop juste. Voilà, il y a ça. Après, c'est vrai que derrière, je suis d'accord avec toi, c'est un peu limité. Je ne mettrai pas toute ma confiance sur Tobias Harris. Je n'aurais pas mis 35 millions sur Tobias Harris, mais bon, qui sait, certains GM connaissent mieux que nous, surtout si tu as le choix avec Jimmy Butler. Mais bon. Mais voilà, oui, c'est un peu, c'est compliqué. Ouais, d'autant que pour Tobias Harris, bon, c'est bon joueur, hein, moi Oui, j'aime plutôt je bien le taquine. joueur, etc. Mais c'est vrai que l'histoire pour l'instant nous a prouvé qu'il n'était pas à même forcément d'excéder sa valeur ou de hausser son niveau justement dans les moments chauds, de playoffs en tout cas, quoi. Donc plein d'un point d'interrogation là-dessus. Donc
on va continuer un petit peu là, sur cette question-là. C'est un peu ce qui fait le buzz. Ça fera le buzz jusqu'à la fin de la trade deadline. La question que tout le monde se pose, c'est les Sixers vont-ils ou non trader Ben Simmons? On a cru comprendre quand même assez clairement, d'après les dernières sorties de Daryl Morey, que ça serait certainement pas le cas, à moins qu'il y ait un joueur d'impact estampillé superstar, entre guillemets, qui lui soit proposé en retour d'investissement pour Ben Simmons. Ça a l'air de se diriger quand même plus vers un trade qui pourrait se faire durant l'intersaison plutôt qu'en cours de saison. On en discutait un petit peu en off entre nous, voilà, au sein de la rédaction. Antoine, toi, il y avait un deal quand même qui te semblait potentiellement vraiment intéressant pour les Sixers. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce dont on discutait tout à l'heure entre nous? Alors, il y en a même deux. Il y en a un que je n'avais pas cité, mais effectivement, le premier, je pense, c'est vraiment celui avec les Kings. Voilà, il y a aujourd'hui la possibilité, on sait que les Kings, de toute façon, sont dans un état catastrophique, encore plus désespéré que les Pacers et qu'évidemment les Sixers. Mais ça, c'est tous les voilà. ans, ça, non? Ouais, tous les ans, mais j'ai l'impression que les Kings sont vraiment en train de comprendre qu'avec cet effectif, de toute façon, ils ne retrouveront pas les playoffs. Et je pense que ça y est, ils sont vraiment ouverts au fait de transférer De'Aaron Fox. Et donc, de toute façon, il n'y a aucun joueur qui est intouchable, je pense, aux Kings, même pas Tyrese Haliburton, même s'ils préfèrent en garder un, ça sera sans doute Haliburton, mais je ne suis même pas sûr que lui soit intouchable. Je pense que les Sixers peuvent très bien aller chercher Fox ou Haliburton, d'ailleurs, je penserais plus Fox, ainsi que Harrison Barnes et Buddy Hield en échange de Ben Simmons, tout en se débarrassant du contrat de Tobias Harris. Donc voilà, ça, c'est une offre qui est ressortie plusieurs fois d'ailleurs dans les rumeurs par plusieurs journalistes assez sérieux. Celle-là, je pense qu'elle est à leur portée. Je comprends qu'ils hésitent à le faire. Je pense qu'elle peut être intéressante pour eux sur bien des points. On peut en discuter après si vous voulez. Et il y en a une autre. Je pense qu'Atlanta, de la même manière, sera intéressé par l'idée de récupérer Ben Simmons. Et là, voilà, il y a sans doute moyen d'articuler quelque chose autour de Bogdan Bogdanovic, John Collins, des joueurs comme ça. Je trouve que l'offre des Kings est peut-être un peu plus intéressante pour tout de suite. Parce qu'il récupère un meneur, si c'est le cas, il récupère un meneur, quoi. Ouais, après Bogdanovic, oui, c'est vrai. Non, clairement, c'est vrai. Et clairement, ils auraient un espèce de John Wall du pauvre, sans que ça soit péjoratif, qui serait lui capable, je pense, d'être déjà d'assumer ce statut de deuxième option. C'est quand même un joueur qui est régulièrement à plus de 20 points par match, qui était à 25 points par match l'an dernier, plus de 7 passes. Là, cette année, il baisse un peu, mais peut-être aussi besoin d'un changement de scénario et de se retrouver deuxième option en jouant avec quelqu'un comme Embiid. C'est quand même, il n'a pas un très mauvais shoot, c'est pas un shooter de Aaron Fox, mais ça, au moins lui, il va les prendre les shoots par rapport à Simmons. Il est capable de défendre, il est dynamique, il est jeune, il est athlétique. Ça peut être un très bon partenaire d'Embiid sur pick and roll. C'est un joueur qui est capable de couper aussi. Je pense que voilà, c'est pas la deuxième star qu'aimeraient les Sixers et je comprends ça. Mais c'est un bon joueur. Buddy Hield serait typiquement le genre de joueur parfait pour n'importe quelle équipe qui veut jouer le titre. Voilà, surtout à côté d'Embiid qui provoque des tas de prises à deux. Si tu as un shooter comme Hield, qui est un des meilleurs shooters purs de la NBA, clairement, tu t'offres. Il va marquer 18 points par match, les yeux fermés. Juste 6 paniers à 3 points par match, il va les mettre. Et après, Harrison Barnes, que je trouve plus solide que Tobias Harris, meilleur en défense, mais meilleur shooter. Vrai bon joueur qui serait vraiment capable de jouer 4 avec Embiid. Je pense qu'il y aurait une rotation les 11 meilleurs joueurs les 11 joueurs Philly aurait 11 joueurs solides et ça à l'Est c'est un luxe, surtout quand il y a le Covid, surtout quand il y a autant d'incertitudes, autant de blessures, des incertitudes autour des deux ou trois favoris. Je pense que ça serait et la première place est en plus encore largement à portée de main. Je pense que ça leur donnerait une vraie rotation profonde pour cette saison. Après, sur le papier, c'est bien. Enfin, le trade avec les Kings est intéressant. Mais en fait, j'ai l'impression que la dynamique fait que Morey ne va pas bouger. En plus des rumeurs qu'on entend sur Harden, est-ce qu'il ne va pas juste attendre? Il se dit, là c'est plutôt pas mal. Ce qu'on fait, c'est cool. Embiid, hier, il expliquait que du coup, de lui-même, il avait comblé le manque de playmaking créé par l'absence de Simmons, c'est que ça se passait bien, qu'il était content de pouvoir faire ça, qu'il avait toujours eu ça en lui. Tyrese Maxey, qui n'est pas un meneur pur, ultra altruiste, machin, c'est peut-être qu'ils vont se dire que c'est suffisant pour le moment et qu'ils vont attendre. Après, l'offre est bien. C'est vrai que la grande question, je pense, qui est derrière tout ça, c'est est-ce que les Sixers
peuvent se permettre, dans leur relation avec Embiid, de gâcher, entre guillemets, la saison qu'il est en train de réaliser et de se dire, bon, de toute façon, ça ne sera pas pour cette année pour nous. Autant garder de côté Ben Simmons pour essayer de faire vraiment un trade du type un joueur contre un joueur et récupérer un équivalent ou du moins une star en retour, ou est-ce que ça vaut le coup pour nous qu'on aille chercher un package comme les deux que tu évoquais, Antoine, qui ont beaucoup de sens d'un point de vue basket, qui, je pense aussi, permettrait à Philadelphie d'avoir une équipe plus compétitive à court terme cette année, sans pour autant, je pense, leur permettre de passer un cap suffisant pour être des contenders officiels au titre, ou du moins leur donner vraiment une garantie potentielle d'atteindre la finale. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu finalement voilà, la question qui se pose en interne du côté de Philadelphie. Je ne sais pas si vous voyez les choses un peu comme moi. Si, mais en fait, c'est marrant parce que de toute façon, on pourrait avoir le même constat pour les Nuggets, c'est-à-dire que tant que tu n'as qu'un seul All-Star, de toute façon, tu ne seras jamais pleinement favori. Donc, de toute manière, les Sixers, comme les Nuggets, quand on enlève Ben Simmons de l'équation, ils n'ont qu'un All-Star. Donc, effectivement, même s'ils récupèrent ce package avec des Aaron Fox, il n'y a pas de deuxième All-Star. Il y a un seul homme. Et pareil, Jamal Murray n'a jamais été All-Star à Denver. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une équipe très forte, mais effectivement qui ne peut pas être considérée comme favorite. Elle n'a pas autant de star power que d'autres. Et je pense, mais dans cette saison, dans cette configuration, tu ne sais pas ce qui peut se passer. La NBA est plus ouverte que par le passé. La conférence Est est très ouverte. C'est peut-être le moment de tenter encore plus avec Embiid. C'est-à-dire que là, comme tu disais, tu gâches potentiellement une année du prime d'Embiid. Tu ne sais pas du tout ce que ça va donner physiquement, le prime d'Embiid. C'est un pari risqué de se dire l'année prochaine. Et surtout, je trouve que c'est un pari très risqué de miser sur ce deal. C'est-à-dire que les franchises ont souvent le réflexe et souvent quelque part c'est logique et on comprend de se dire de toute façon on trouvera mieux après. On trouvera mieux après, donc on repousse et souvent c'est vrai. Mais moi je pense à Boston qui avait un trésor de guerre terrible et qui n'a rien fait en constamment étant sur le on trouvera mieux après. Et au final, tu finis par larguer des pics pour avoir des Evan Fournier, puis des Dennis Schroeder, etc. Et tu n'as jamais passé ton cap. Et au final, tu te retrouves encore. À un moment, c'est vraiment une question de philosophie. Moi, je comprends cette idée du trade, du 1-1, de OK, on va sacrifier Ben Simmons pour avoir James Harden. Mais là, tu vises quand même super haut. C'est-à-dire que tu penses que tu vas pouvoir récupérer un joueur encore plus fort que Ben Simmons, alors que sa valeur ne cesse de baisser. Je trouve que le pari de Morey, il est. Déjà, et je vais conclure là-dessus, je vais éviter de faire trop long, mais cette rumeur avec Harden, la source, elle est importante. C'est Jake Fisher du Bleacher Report. Alors, je ne suis pas là pour taper, mais ça me fait quand même un peu plaisir. C'est quand même un peu le nouveau Chris Broussard, quoi. Ces infos tombent toujours dans des moments, le timing est toujours « Ah, tiens, comme par hasard, la cerise sur le gâteau. Ah, et au fait, Harden serait malheureux à Brooklyn. » C'est quand même c'est très, très hypothétique déjà sur son envie de partir. C'est très hypothétique. Et la mise en place est encore plus hypothétique. Parce que ça sous-entend que dans leur scénario, les Sixers, ils ne peuvent pas signer une superstar tant qu'il y a Ben Simmons. Et là, on ne parle pas d'un joueur qui va être sous contrat et ils vont pouvoir faire un transfert. On parle d'un joueur qui va être libre, que ce soit Harden ou Bradley Beal. C'est des joueurs qui seront libres. Donc, ils ne sont même pas obligés de se casser la tête à se dire ah bah tiens, je vais aller à Philly, mais bon, il faut qu'ils mettent en place un sign and trade. Non, non, s'ils veulent aller demain aux Clippers, ils vont aux Clippers. Tu vois, s'ils veulent aller aux Lakers parce que les Lakers ont fait de la place par n'importe quel miracle, par va savoir quel miracle, ils vont aux Lakers. Donc, moi, j'ai du mal à. Je comprends l'attrait de se dire ah, mais attends, c'est quand même mieux d'avoir Harden que Fox, Hield et compagnie. Mais je trouve ça très, très hypothétique. Après, pour faire l'avocat du diable, on peut se dire aussi que finalement, si jamais un trade de ce type-là tombait à l'eau ou si ce n'était pas possible de faire fonctionner ça cet été, Daryl Morey pourrait trouver un package d'une autre équipe cet été aussi. Un package tel que celui que peuvent proposer les Kings ou les Hawks. On peut imaginer que d'autres équipes seraient prêtes à proposer des choses plus ou moins équivalentes cet été aussi. C'est sûr. Après, oui, mais tu aurais perdu quelque part une campagne de playoff et plus le temps passe, plus la valeur de Simmons, elle baisse. Ça fait je ne sais pas combien de temps que les gens ne l'ont pas vu sur un terrain depuis les playoffs et la dernière image, c'est Ben Simmons qui refuse un tir. Donc oui, théoriquement, oui, tu auras toujours un package plus ou moins similaire, mais pas sûr que les Kings, ils lâchent 3 joueurs de qualité comme ça. Ils vont les lâcher un par un ailleurs. Tu vois, après les Kings… Oui, voilà. Et en plus… Tu peux toujours essayer quand même de placer une petite escroque à un moment ou un autre.
Après, l'ironie, c'est qu'avoir Fox, Hill et Barnes ne les empêche même pas au final de signer Harden, dans le sens où c'est des joueurs avec des contrats à 20 millions, ce qui devient presque correct dans la NBA actuelle. 20 millions, c'est même pas les stars. C'est des joueurs que tu peux refiler, même pas en plus sur du très long terme, c'est des joueurs que tu peux refiler assez facilement le soir de la draft si vraiment tu sens que tu as la possibilité de signer Harden ou Bill, en fait. Ce qui est marrant avec Barnes, c'est que autant les gens se sont offusqués en disant que c'était un joueur surcoté quand il a signé son gros contrat. Et autant maintenant, comme parce qu'il joue aux Kings, tout le monde a oublié que non, en fait, c'est un vrai bon joueur qui peut vraiment faire la différence, soit en encadrant des jeunes autant bien que mal. Aux Kings, c'est quand même une des rares vraies, comment dire, sources de satisfaction cette année, soit qui pourrait vraiment faire la différence dans un effectif ambitieux. C'est toujours le coup des joueurs qui à un moment sont surcotés et ils sont tellement surcotés qu'ils en deviennent ce côté. Ouais. Il y a toujours ce côté-là. Barnes, c'est un peu ça, parce que ça reste un joueur voilà, qui a une expérience d'une équipe qui a gagné, même s'il était jeune à Golden State, il avait un rôle important quand même. Après, avec Dallas et Sacramento, au final, même s'il a pas, si ça n'a pas été une superstar, ça a toujours été un joueur plutôt propre et qui apporte beaucoup à une équipe. Et là, en prenant de l'âge, dans une équipe comme Philly, ça peut être cool. Hein. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, carrément. En fait, dans le cas de Barnes, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant qu'il a été surcoté, c'est que son compte, comme il a signé un gros contrat, il y a une pression qui est venue avec, qui était absurde parce que elle correspondait pas au type de joueur qu'il est fondamentalement. Mais derrière, j'ai pas le sentiment qu'il est particulièrement déjoué à des moments de sa carrière. Il était dans la suite logique et là, il arrive à une certaine maturité avec l'âge, l'expérience, qui font que voilà, il a encore plus de valeur, je pense, que par le passé. Mais c'est vrai que ça sera intéressant de voir ce que les Kings vont faire parce que bien malin sera celui qui comprendra ce que les Kings veulent faire. Et Philly, voilà, toute la question, je pense qu'elle est là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup malgré tout de jouer, comment dire, de séparer d'un asset aussi important que Ben Simmons dès cette saison sans avoir la certitude, alors on n'a jamais de certitude de pouvoir aller jusqu'en finale, mais du moins le sentiment fort que ce deal pourra aider à court terme, ou est-ce qu'il vaut mieux se le garder dans la poche pour cet été? Dans tous les cas, la saison de Joel Embiid, elle est vraiment remarquable. Il y a des joueurs qui sont aussi intéressants dans cette équipe, je pense notamment à Seth Curry. C'est quand même intéressant quand on voit que Dallas l'a laissé partir contre rien du tout, et quand on voit l'impact finalement qu'il a aujourd'hui dans une équipe comme celle de Philly, il y a il y a de la qualité dans cet effectif. Pas assez, je pense, en tant que tel pour pouvoir espérer aller vraiment loin. Mais finalement, j'ai le sentiment que cette équipe de Philly, si elle arrive à bien jouer ses cartes, elle pourrait vraiment devenir rapidement monstrueuse monstrueuse du moins, avoir de vrais objectifs et se placer parmi les contenders en fonction de ce qu'elle pourra récupérer en échange de Ben Simmons, que ce soit cette année si ça veut aller dans leur sens, soit l'an prochain. C'est un peu l'idée que je me fais de cette équipe, c'est qu'elle est pas loin de pouvoir figurer parmi les contenders dès la saison prochaine. Tant qu'il y a Matisse Thybulle qui peut défendre sur n'importe qui et verrouiller n'importe quel mec quand il veut, je suis d'accord. Pour faire la transition avec Denver, ça me rappelle un peu comme quand les Nuggets ont transféré Carmelo Anthony contre plein de bons joueurs au Knicks et qu'ils avaient une super équipe mais qu'il leur manquait une star pour vraiment passer un cap. L'ironie, c'est que les Sixers, ils ont déjà leur star. Donc c'est comme si tu récupérais un package comme les Nuggets, voilà, avec du Gallinari, du Wilson Chandler, du Raymond, non, c'était plus Raymond Felton, je crois à l'époque, mais à l'époque où il jouait au basket. Sauf que voilà, toi, tu as déjà ton Joel Embiid qui est là. Je trouve ça plutôt correct. Eh ben oui, carrément, on va suivre ça. Donc la transition, elle est toute simple parce que les Sixers, 6e à l'Est avec un big man en pleine forme. Et là, on va passer sur les Denver Nuggets, 6e à l'Ouest avec un Jokic aussi extraordinaire. Je vais simplement vous citer ses stats sur le mois de janvier toujours. Plus de 27 points à presque 60% de réussite, presque pas loin de 40% de réussite à 3 points. 13,8 rebonds, 8,5 passes. Là aussi, je pense qu'il est, il fait plus que confirmer son statut de MVP en titre. On peut même se poser la question de savoir si c'est pas peut-être l'un des MVP les plus sous-cotés qu'on ait vu ces 10 dernières années, ou même quand il a été élu l'an dernier, il y avait on entendait certaines voix dire que c'était le pire MVP de l'histoire ou des choses aussi absurdes que ça. Là, non seulement il cartonne, mais en plus il porte l'équipe sur ses épaules, une équipe là aussi où il manque quand même des joueurs extrêmement importants. On pense bien sûr à Jamal Murray, mais aussi à Michael Porter Jr., donc deux éléments clés de cette équipe de Denver.
Même question un petit peu que la manière dont on avait commencé avec les Sixers. Est-ce que vous imaginiez que les Nuggets trouveraient les ressources, après notamment l'annonce de la blessure de Michael Porter Jr., pour faire le type de saison qu'ils sont en train de faire et être plus qu'encore dans la liste pour les playoffs, pouvoir toujours donner de sacrées sueurs froides à une équipe ou deux en playoffs? Ouais, mais j'avais quelques doutes après avoir vu. Bon, Michael Porter n'avait pas fait un énorme début de saison, hein. On voyait déjà que c'était un petit peu compliqué. Mais je m'étais dit, pauvre Jokic, il est MVP, il est dans la forme de sa vie. Il y a une équipe. Ça ressemblait vraiment, ça ressemble à l'équipe qui a raté sa fenêtre de tir et qui va enchaîner les galères jusqu'à ce que. Complètement. Voilà, malheureusement, ça ressemble à ça. Mais là, en fait, je veux dire, Jokic est tellement fort et il a tellement progressé de manière pas forcément perceptible quand on regarde pas tout le temps les matchs, mais un truc bizarre, mais la défense, par exemple, c'était c'était un gros point faible quand même. Les mecs se moquaient de lui. Il y a la fameuse séquence avec Draymond Green qui le défonce pendant une analyse à la télé en 4 actions. Pourquoi est-ce qu'il est nul en défense? Et derrière, Jokic qui lui dit merci, j'ai bossé là-dessus et il a vraiment progressé en fait. Et c'est un petit détail, mais ça permet aussi de comprendre pourquoi quand il est sur le terrain, il est uniquement un atout positif dans tout ce qu'il fait et les autres autour sont bons aussi en fait grâce à lui et grâce à son niveau. Donc, un petit peu surpris qu'ils arrivent à maintenir le cap, mais le joueur est tellement exceptionnel que c'est qu'une semi-surprise. Et moi, je vais dans le même sens que Shai. Par contre, je trouve pas qu'ils fassent une si belle saison que ça, en fait. Je trouve qu'ils ont certes un bilan positif. Ils sont à 25-21. Ils sont sur une bonne période. Mais c'est une équipe qui a quand même eu des hauts et des bas logiques, hein, vu les blessures, vu les absences, les blessures, mais qui domine pas son sujet selon moi. Ils ont quand même perdu contre Orlando. Ils ont perdu contre quel. Alors, attends, Orlando. Ils perdent contre les Grizzlies à chaque fois qu'ils les jouent, donc des concurrents directs. Ils ont perdu contre OKC. Ils ont perdu contre les Hornets. Ils ont perdu contre les Spurs. J'ai pas l'impression que c'est. Et même là, la nuit dernière, sur les 2 derniers matchs, ça fait 2 fois qu'ils battent Détroit de justesse. On parle quand même, là, c'est parmi les pires équipes de la ligue. J'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui galère et qui est portée par un mec absolument monstrueux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi monstrueux. Ça, faut regarder Je le trouve plus fort que l'an dernier. Oui, c'est ça. Tu te regardes le 5 du match d'hier. Il joue avec. Donc moi, j'adore Monte-Morris, j'aime beaucoup ce joueur, mais voilà, tu te dis pas c'est mon meneur titulaire en NBA Ouais, indiscutable. Austin Rivers, c'est pas mal, mais c'est voilà. Jeff Green, il a 35 ans. Aaron Gordon, il a jamais réussi à être régulier dans ses équipes. Enfin voilà, et le banc est pas mal, mais c'est pas fou. Donc ouais, il est pas ultra bien entouré, je trouve. en fait, j'ai l'impression que cette saison, c'est peut-être enfin le moment où on va un peu moins se concentrer sur les bilans au moment de décerner le MVP parce qu'en fait, il est Ouais. tellement fort que tu te dis non, mais là, il y a qui est vraiment meilleur que lui en ce moment en NBA et son niveau de jeu est absolument ahurissant. Mais les Nuggets, je trouve que c'est un peu, si je peux me permettre, un faux sixième dans le sens où à l'Ouest, il y a beaucoup de bonnes équipes. L'Ouest est très forte, mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui galèrent en fait, que ce soit les Lakers, les Clippers, les Timberwolves. Il y a beaucoup d'équipes irrégulières, même les Mavericks. Et du coup, même les Mavericks, qui il n'y a pas longtemps étaient 9e, ont réussi à repasser 5e juste en faisant une série de 5 ou 6 victoires de suite. Et voilà, les Nuggets sont sur une bonne période. Donc là, actuellement, ils sont 6e. Mais je ne me dis pas qu'ils sont en train de dominer leur sujet et qu'ils vont, par exemple, se rapprocher du top 4. J'ai l'impression Non, que là, c'est un peu leur place, quoi. je suis tout à fait d'accord avec ça, Antoine. Un des éléments, moi, que je trouve qui est un des éléments forts des Nuggets, c'est la culture de cette équipe, avec notamment Mike Ouais. Malone à la baguette. Tu le sens, alors des fois, bon, bien sûr, sur les réseaux sociaux, les clubs mettent les images qu'ils veulent de vestiaires ou ce genre de choses, mais il y en a eu suffisamment du côté des Nuggets pour qu'on voit un petit peu quand même l'état d'esprit qui anime cette équipe. Il y a un vrai côté, ils sont à l'image, je trouve qu'ils sont à l'image de leur coach, revanchards, ils sont durs. C'est-à-dire que, Ouais. OK, ils peuvent être irréguliers, mais il faut quand même aller les chercher, il faut aller leur mettre la tête sous l'eau pour les battre. Et finalement, c'est ce qui explique un petit peu, je pense, en partie le fait que cette équipe surnage, c'est qu'il y a des joueurs qui arrivent à se révéler quand on voit l'impact que peut avoir un joueur comme Will Barton ou même Jeff Green. Là, c'est marrant, je voyais sur Instagram, il était tout content. Mike Malone donne visiblement, après certains matchs, donne un titre de meilleur défenseur du match. Et là, il le donnait à Jeff Green. C'est la première fois qu'il l'était de
l'année, tu le voyais tout content. Le mec, il a 35 ans. Tu as l'impression que c'était un des highlights de sa carrière, quoi. C'est assez marrant, c'est anecdotique. Et en même temps, je pense que ça en dit un petit peu sur ce qui anime cette équipe. Ce qui est dur pour les Nuggets, c'est que moi, j'ai vraiment le sentiment quand l'an dernier, avant la blessure de Jamal Murray, moi, je les mettais comme favoris pour aller au moins en finale, voire gagner le titre. Je pensais que le trade d'Aaron Gordon était vraiment pile la pièce qu'il leur manquait. Et avec la blessure de Jamal Murray, j'ai eu le sentiment que peut-être ils étaient en train de passer complètement à côté de leur fenêtre de tir, que c'était même peut-être la fin de leur chance de pouvoir gagner un titre. Mais il faut se rappeler que les quelques matchs durant lesquels les Nuggets ont pu jouer avec leur effectif au complet, c'est-à-dire avec Aaron Gordon, Jamal Murray et Michael Porter Jr., ils étaient vraiment impressionnants de domination en attaque, en défense. Ils avaient notamment totalement éclaté les Clippers qui étaient eux aussi au complet. Ils leur avaient littéralement marché sur la tête. Donc, tout ça pour dire un préambule un peu long, pour dire qu'effectivement, je ne pense pas non plus, comme ce qu'on disait des Sixers, que cette équipe puisse aller vraiment forcément loin cette année. Par contre, j'ai le sentiment que l'avenir est peut-être plus rose que ce que j'imaginais il y a quelques mois encore, quand je vois les ressources qu'a cette équipe, et que si Jamal Murray finit par revenir vraiment et qu'il est ne serait-ce qu'à 80% du joueur qu'il était, ce qui n'est pas du tout impossible vu l'âge qu'il a, et que Michael Porter Jr., et là par contre, j'ai plus d'interrogations sur son état de santé et son état de forme, à lui arrive à revenir, l'avenir pourrait être plutôt intéressant malgré tout toujours pour les Nuggets, tant Jokic domine, et je pense qu'il est qu'au début de son prime. C'est ça le paramètre important dont tu parlais, c'est que les joueurs importants de l'effectif sont pas vieux en fait. Donc c'est à partir de là, tu peux toujours te dire bon bah là c'était une période. Mais si on considère que c'est l'axe Murray-Jokic, parce que Porter Junior reste une énigme à bien des égards, pas que physiquement. C'est un joueur surdoué, mais voilà, on sait que c'est pas ultra fiable. Une énigme à 200 millions. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, il a un énorme contrat aussi, donc ça ne va pas être forcément simple à gérer. Donc, faut espérer pour eux que ça se passe bien. Mais Murray, bon, c'est les ligaments croisés. Il y a des chances qu'il revienne à un niveau acceptable. Jokic est encore relativement jeune. Donc, ouais, voilà, moi aussi, j'avais cette impression, mince, là, ça se goupillait bien à l'Ouest. La preuve, c'est que c'est une équipe comme Phoenix qui allait en finale. Et voilà, et là, c'est peut-être encore une année où il y avait moyen, où l'Ouest était hyper ouvert et on peut. Donc, je sais pas si. Je suis quand même relativement confiant aussi pour leur avenir parce que Jokic me semble tellement de plus en plus fort que là je voyais ce matin, il a le meilleur PER de l'histoire pour l'instant sur une saison, largement en plus. Hein, non, mais c'est le pire MVP de tous les temps, Shai, tu peux pas dire ça. C'est-à-dire que sur les stats avancées, c'est ridicule tellement il domine. Et j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, parce que je me suis senti concerné. Dans les débats sur le MVP, j'ai souvent. Moi, je faisais partie des mecs un peu outrés par la victoire de Westbrook en 2017. Mais tu avais raison, ça. Ouais, voilà, non, mais. Il y avait Zach Lowe, Bill Simmons et Shai Mamou qui descendaient dans la rue avec des pancartes. Ouais, non, mais ils avaient raison. Parce que moi, j'aimais bien. J'aime bien le côté photographie de la saison. Le bilan collectif de l'équipe me paraît être un des critères les plus importants. Et voilà, je m'étais un peu offusqué du fait que Westbrook avec OKC qui était 6e, je crois, 6 ou 7. Ouais, c'était ça, voilà. 6. Ouais. Mais là, au final, il est tellement incroyablement fort et dans un style peut-être, c'est injuste pour Westbrook, mais dans un style plus altruiste et agréable que voilà, son rayonnement, je vois plus le rayonnement sur le collectif en fait, tu vois. Donc oui, je suis d'accord que ça peut peut-être se permettre de changer la perception et de pas dire automatiquement, bah, bon alors qui est numéro 1 cette année, bon bah on va mettre leur meilleur joueur et c'est réglé quoi. Alors moi, je suis un peu moins pas optimiste, c'est peut-être pas optimiste le mot, mais je suis un peu moins à fond sur les Nuggets. J'ai jamais été je les ai jamais vus comme des favoris, moi, pour être sincère. Par contre, en fait, je vais faire un parallèle et c'est vraiment un compliment à mes yeux entre Nikola Jokic et Dirk Nowitzki. C'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur incroyable, exceptionnel et qui peut, voilà, sur une année, mener son équipe au titre. Je suis d'accord que ça aurait pu être l'an dernier au final. Je ne sais pas s'ils auraient gagné, mais quand on voit que les Suns sont allés en finale, je ne me dis pas que les Nuggets au complet auraient été inférieurs aux Suns, par exemple. Il y avait peut-être la place. Mais je pense quand même que ça sera une équipe, voilà, comme Nowitzki quand il a gagné son titre. Ça sera sans doute un beau titre si Jokic va au bout avec les Nuggets. Mais j'ai peur qu'il faille une année absolument surhumaine.
l'année où ils sortent les Clippers, sont quand même nés 3-1 et c'est la toute première année des Clippers. Et c'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. Moi, je trouve que voilà, de toute façon, je suis un peu le mec obsédé avec l'idée des super talents. Mais tant que tu n'as qu'un super talent, tu t'exposes à te retrouver face à une équipe qui en a deux. Et constamment, les 3 ou 4 meilleures équipes de la ligue en ont deux. Mais c'est parce que tu as des doutes sur le Sur niveau Jamal. de Jamal Murray. Mais en C'est fait, là aussi que se joue là. j'aime beaucoup Jamal Murray, mais j'ai trouvé qu'on en a fait. Enfin, il y a eu un engouement général que je comprends, notamment parce que le basket venait reprendre dans la bulle et qu'on était tous. Et voilà, il a fait des cartons. Mais en fait, Jamal Murray, c'est un très bon joueur, mais j'arrive pas à le voir. Après, il est jeune, il a le temps encore pour se développer, et même après son retour de blessure, j'arrive pas à le voir comme le deuxième joueur qui va être vraiment le le lieutenant parfait pour Jokic. Mais pareil, sur une campagne, au final, je me dis que sur une année, ça peut passer. Juste, j'arrive pas, je me dis pas que les Nuggets vont être perennial contenders, tu vois. Genre, par contre, perennial outsiders, là, il n'y a pas de souci. Je me dis que chaque année, cette équipe, elle va être chiante à prendre. Et sur une saison, c'est là où je revois un peu ma politique, je me dis qu'effectivement, sur une saison, ça peut aller au bout. Et un peu comme vous, exactement de la même manière que vous, je pense que la clé, c'est Michael Porter Jr. C'est-à-dire que lui, par contre, lui, il a vraiment le potentiel d'All-Star, ça peut devenir un excellent joueur. Les limites, bah, j'ai peur que ça soit un peu son caractère, quoi. Et je le trouve un peu spécial. Alors, c'est dur de juger comme ça sans vraiment le connaître personnellement, mais je suis comme toi, Théo, je mets de nombreuses interrogations autour de Michael Porter Jr. Moi, j'aime. Alors bon, on vous raconte un peu ce qui se passe en coulisses, mais en interne, là, c'est vrai que je suis peut-être celui qui était le plus enthousiaste et optimiste en ce qui concerne les performances de Michael Porter Jr., dont je trouve le potentiel vraiment, vraiment précieux et intéressant. Ce qui m'inquiète là, c'est la blessure, par contre, parce que les problèmes Il de y en a dos, beaucoup, ouais. c'est pas la première fois que ça lui arrive. Il est jeune, il vient de signer un contrat monstrueux juste avant que finalement qu'il doive faire une croix sur la saison. Ouais. Et là, ça m'inquiète plus que, je veux dire, autant maintenant, c'est vrai que les problèmes de genoux, je suis quasiment certain que Jamal Murray va revenir et sera au moins à 95% du joueur qu'il était. Michael Porter Jr., on ne sait toujours pas quel joueur il pouvait être. Et il se prend ce problème de dos. Alors, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. J'espère que l'opération aura été suffisante et qu'avec la rééducation, il pourra reprendre sa courbe de progression. Mais là, c'est quand même une sacrée interrogation pour les Nuggets, je pense. Ouais, ouais, c'est clair. Et Mais ça dépend. effectivement, par rapport à ce que tu disais, ce qui est intéressant, tu faisais la comparaison avec les Suns, notamment, est-ce que Jamal Murray, en gros, est-ce que Jamal Murray et Jokic, c'est au moins aussi fort que Chris Paul et Devin Booker, peut-être? La Mais je question, pense c'est que oui. ça. Parce qu'en fait, je pense que les joueurs sont difficiles à comparer l'un face à l'autre. Par contre, dans l'agrégation, ce que j'aimais avec Jamal Murray, finalement, c'est pas tant Jamal Murray tout seul, c'est sa complémentarité avec Jokic et la Oui. dynamique que leur jeu à deux donnait aux Nuggets finalement. C'est vraiment dans ce sens-là où autant je suis d'accord avec toi, enfin d'accord avec toi dans le sens où je le mets pas forcément All NBA, Jamal Murray, on est d'accord là-dessus, mais par contre dans le contexte des Nuggets et en complément de Jokic, je trouve qu'il y a vraiment matière à créer quelque chose de spécial. Mais là, si je veux chipoter, je te dirais que pour moi, les Suns, c'était pas la meilleure équipe à l'Ouest l'an dernier. Et que les Ouais, mais ils Clippers, sont allés en finale. Oui, mais ils sont allés en finale parce que les Et Clippers ont perdu Kawhi Leonard. ils ont Sinon, mené je deux. pense que. Oui, Ils ont mais battu. Oui, oui, bien sûr. Bah, oui, mais tu vois, on est sur de l'hypothétique. bien sûr, bien Après, oui, sûr. bien sûr, il y a les blessures qui rentrent en compte. Mais si on rentre juste sur le papier, évidemment, heureusement que ça ne se joue pas sur le papier. Les Suns, ils ont battu les Clippers 4-2 alors qu'il n'y avait pas Kawhi Leonard, tu vois, et pas Serge Ibaka, etc. Et Oui, que mais les la saison Clippers, d'avant, les Clippers s'étaient autodétruits oui, tout seuls dans la ouais, bulle en ayant leur équipe. ouais, bien sûr, oui. C'est dur de Alors, savoir aussi quelle c'était est pas la la vraie même valeur équipe. des Clippers, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que théoriquement, si c'est pas les Clippers, il y aura toujours une équipe qui a deux All-Stars. Tu vois, surtout à l'Ouest, où tu as des armadas qui attirent les free agents. Si c'est pas les Clippers, ce sera les Lakers. Si c'est pas les Lakers, ce sera les Warriors. J'ai l'impression que tu seras toujours un peu dans une configuration où tu auras, une super équipe. Mais bon, après, ça, c'est le papier. Le terrain, c'est autre chose. Je suis d'accord. Et je suis d'accord avec toi. Murray Jokic, pour le coup, ça se complète très bien. Et le pire, c'est que Porter Junior, ça va très bien avec les deux aussi, en fait.
Ils ont vraiment Et un Aaron trio Gordon qui aussi. pourrait être... Ouais, et Aaron C'est là Gordon vraiment aussi. où tu dis, bon, bah, c'est pas de bol parce que c'était pile la complémentaire. Il y avait un quatuor vraiment complémentaire, un bon Oui. coach et autour, tous les role-players qu'il fallait pour donner du Oui, lion tu à peux aller en l'ensemble. finale, clairement, tu peux aller en finale avec ça. C'est jouable, je suis d'accord. C'est jouable, clairement. Sur les role-players, ils ont encore c'est plutôt très correct ce qu'ils ont encore Denver là. Moi, j'adore regarder les matchs des Nuggets dès qu'il y a Campazzo sur le terrain. Carrément. C'est un Ouais. régal. Voilà, Cousins, c'est intéressant parce qu'il n'était pas dégueu du tout avec Milwaukee. Il retrouve le coach qu'il adore en backup, c'est très honnête. Ils ont pris Bryn Forbes là dans un trade. Ouais. Et c'est pas un mauvais shooter quand même. En sortie de banc, ça peut te faire du bien. Voilà, l'équipe est bien. Will Barton, ça score fort en sortie de banc. Il y a de quoi faire. Je trouve que l'équipe, elle peut encore emmerder plus de notre équipe en playoff, même si ça part pas favori. Mais Ce qui est compliqué, c'est un peu comme enfin, les équipes qui ont vraiment besoin de Jeff Green, ça m'inquiète toujours un petit peu sur leur potentiel. J'ai peur que le role player, en fait, c'est d'excellents role players, mais que par contre, si tu les obliges à avoir un rôle plus grand que ce qu'ils sont censés tenir, tu t'exposes, ton équipe paraît d'un coup beaucoup moins forte, quoi. Bah Moi, là, ça c'est rejoint un peu ce que tu dis sur Jeff Green au final. Non, mais c'est ça. Bah là, c'est la grosse question. Pour cette année, en tout cas, c'est pour ça que je vois Ouais, pas Denver faire des. J'ai l'impression que ils font déjà des merveilles, en fait. Je les vois pas faire ouais. mieux que ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et c'est vraiment là que c'est peut-être un peu dommage. Ce qui est intéressant, peut-être on peut revenir là-dessus, là, malgré tout, sur ces deux équipes, c'est que c'est finalement, on en convient là, deux équipes à qui il manque des joueurs, mais qui pourraient être des contenders s'ils étaient au complet et qui sont axés, ou du moins qui reposent sur les épaules de deux big men à une époque où on se posait la question il n'y a pas si longtemps de savoir si on pouvait encore bâtir un franchise. Est-ce qu'on pouvait encore être un franchise player si on était un big man? Et ce que je trouve intéressant dans le cas de Jokic et d'Embiid, c'est que c'est à la fois des intérieurs modernes qui courent, qui sont mobiles, qui peuvent tirer de loin si besoin, qui peuvent créer du jeu, et en même temps qui ont une vraie base solide sous le cercle et qui peuvent aussi être totalement inarrêtable proche du panier. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'aboutissement du big man idéal au bout du compte. on parle un peu de deux extraterrestres là, de toute façon. Ouais. Là, comme ça, en y réfléchissant pas beaucoup, j'en vois pas avec ces profils-là. Ils sont tellement complets. Enfin, c'est des joueurs hors normes. Donc, on reste encore c'est des ovnis dans un monde qui a changé, dans un monde de la NBA qui a changé. Je suis complètement d'accord avec Shai. En fait, c'est marrant, ça relance vraiment la question de à quel big man tu vas donner un contrat max, en fait. Si t'as pas un extraterrestre comme Embiid ou Jokic, en fait, et c'est un peu ce qu'on voit au Suns, bah, du Ayton, moment que tu as un mec qui pose des écrans et qui roule vers le cercle, on voit au final, et c'est pour ça que la question est intéressante sur le contrat, parce que Ayton, il veut négocier son contrat, mais aujourd'hui, Bismack Biyombo et Jamal McGee, ils font, alors évidemment pas avec le même potentiel, pas avec les mêmes qualités, mais ils font le même taf qu'Ayton. Et du coup, si tu veux ton argent en étant un big man, tu as intérêt à t'inspirer de Joel Embiid ou de Nikola Jokic, ou alors d'être un excellent défenseur comme Rudy Gobert. Ouais. Sur Eton, c'est très intéressant ce que tu notes. D'ailleurs, tu as fait un article à ce sujet-là sur Basket Session hier ou avant-hier. Après, ce qui a, là où moi je mets des doutes un petit peu là-dessus, c'est que Maggie ou Biombo peuvent comment dire, remplacer Eton sur des séquences dans son apport en saison Ouais, régulière. Mm. Par contre, en playoff, je c'est pas pense la même chose. que Phoenix aurait jamais pu faire le parcours qui a été le sien sans un grand comme DeAndre Ayton. Ouais, il a été Je énorme ne l'année C'est prête, dernière. clair. je lui prête pas du tout le même potentiel qu'à Joel Embiid ou qu'à Nikola Jokic, mais c'est quand même dans son registre à lui, c'est aussi un phénomène quand même. Non, Être mais c'est aussi clair. mobile, aussi vif, avec d'aussi bonnes mains au bout du compte, il a quand même de très bonnes mains, et arriver à être aussi impactant sans que le jeu soit du tout fait pour lui au bout du compte, c'est Ouais, il quand y a même zéro système. c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que tu as raison de noter la question, c'est que je trouve que c'est extrêmement difficile de chiffrer l'importance enfin, d'un point de vue contractuel, tout simplement, combien d'argent donner à DeAndre Ayton. Je trouve que c'est une question qui est vraiment extrêmement complexe. Bah oui, parce qu'au final, moi je suis entièrement d'accord avec toi, hein, c'est un joueur majeur.
En fait, tout dépend comment on voit finalement les contrats max, parce que quelque part, le réflexe, c'est de se dire bah, le contrat max, c'est la star de ton équipe. Sauf qu'aujourd'hui, la star de ton équipe en tant que première option, il n'y a que deux pivots qui peuvent être la première option de ton équipe, quoi. C'est Jokic et Embiid. Donc c'est intéressant, ça a plein de conséquences. Mais c'est vrai qu'Ayton est un joueur majeur, hein. La relation avec Chris Je Paul suis l'année entièrement dernière a d'accord. été déterminante. Ils s'entendent super bien les deux. Et ça... Là voilà, c'est peut-être un peu la dictature du moment. On se dit, bon, bah là, ça tourne bien sans lui. Personne ne s'attendait à ce que Billon vienne dans la ligue et Ouais, c'est claque clair. des matchs à 14 points, 14 rebonds et 6 passes. Enfin, et c'est une période, voilà, c'est une période particulière, je pense. Et à mon avis, sur la durée, on va se rendre compte quand même qu'Ayton, voilà, Ah oui, ils ont besoin de lui, oui. ça va discuter. Là, je crois qu'Ayton, le souci était aussi lié à Server, parce que c'est Server qui avait demandé que les négociations soient mises en pause. Et vu que sa situation à lui-même n'est pas encore réglée, voilà, on va attendre. Ouais, et d'autant, puisqu'on parle d'Ayton, c'est un des rares big men qui pose vraiment des problèmes défensifs à Nikola Jokic chaque fois Ouais. qu'ils se croisent. Donc, c'est pas inintéressant non plus dans la Oui, dynamique d'avoir. de la conférence Ouest. C'est clair. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses sur Denver, Philadelphie, un pronostic, je ne sais pas, un sentiment fort sur ces équipes. Est-ce qu'elles doivent bouger, par exemple? Alors, bon, Antoine, toi, tu avais donné ton avis là, sur les Sixers avec le package potentiellement qui pourrait essayer de saisir pour Ben Simmons d'ici la trade deadline. Est-ce que vous voyez des changements majeurs pour ces équipes d'ici février? Moi, je ne bougerai pas à la place des Sixers, je ne bougerai pas, j'attendrai encore, même si la valeur de Simmons descend, je trouve que ça irait pas dans le sens de la dynamique actuelle. Donc, il n'y a pas vraiment une offre fantastique qui se matérialise, je ne bougerai pas. Et Denver, j'ai du mal à voir exactement voilà, ce qui pourrait les amener à bouger. Se renforcer sans perdre des éléments intéressants, ça me paraît compliqué aussi. Après, c'est Antoine, le spécialiste de la trade machine et qui a toujours des idées Non, créatives mais et innovantes. Non, mais alors j'ai parlé de ce transfert, mais je pense aussi que les Sixers vont pas bouger, hein. Je sais pas si moi-même j'aurais vraiment fait ce trade. Je pense qu'ils doivent un peu plus le considérer que s'ils semblent le considérer aujourd'hui, si je dois faire un pronostic, je pense que Ben Simmons ne sera pas transféré. Euh, et je pense que les Nuggets ne bougeront pas non plus. Voilà, c'est deux équipes qui vont partir à la guerre en playoff en s'appuyant sur leur pivot voilà, ils verront jusqu'où ça les mène. Et après, comme tu as dit, voilà, l'an prochain, a priori, ils seront toujours de la partie. Donc, je pense qu'ils vont miser sur ça, on va avoir un peu plus loin que cette saison. Et on voit comment ça se passe. Bon, en tout cas, de toute façon, que ça soit sur le trophée de MVP ou les places en playoff ou les contenders, j'ai rarement le souvenir d'une saison régulière qui aurait été aussi incertaine jusqu'au bout. On va continuer de suivre ça au jour le jour sur Basket Session. Et puis, bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!